Ça, c'est pour me donner. Bien, alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, par rapport au mois dernier, on a inversé les rôles. C'est maintenant le philosophe qui est conférencier et le psychiatre qui est répondant. Voilà. Mais c'est sur le même thème, la lecture de La perte de l'évidence, un livre vraiment difficile quand même de Wolfgang Blankenburg. Et on aura un aperçu complètement différent. Et c'est très bien d'avoir des regards croisés sur un même thème. Voilà. Alors, je vous présente en quelques mots Philippe Cabestan. Philippe Cabestan, c'est le président de notre association, d'abord. Il est professeur de philosophie à Janson de Sailly en classe préparatoire, auteur de nombreuses conférences, très nombreuses conférences ici, de très nombreux articles et de quelques livres également en nombre, dont, alors je vous signale le dernier, c'est Chévrin, Tomber malade, devenir fou. Et vous avez là-dedans une dizaine de pages environ, je n'ai pas compté exactement, une dizaine de pages consacrées à la perte de l'évidence naturelle. Et je vous signale également un autre livre indispensable qui fait partie des ouvrages de base. Je parle en particulier pour les étudiants, les jeunes étudiants qui nous rejoignent. C'est écrit en collaboration avec Françoise Dastur, qui est notre présidente honoraire. Ça s'appelle simplement Daseinsanalyse. Voilà. Et je m'autorise par là même, je crois, à présenter le dernier ouvrage de Françoise Dastur, chez notre ami Georges, au Cercle herméneutique, analyse de la présence, phénoménologie et thérapie. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Philippe pour sa conférence. Merci Guy, merci pour cette présentation. Je me permets juste de m'adresser alors aux étudiants de l'ENS, parce que certains d'entre vous, manifestement, en font partie. Je suis en contact donc avec l'administration. C'est bien d'accord pour ce qui concerne la validation si vous suivez le séminaire. Et simplement, il faudra alors venez me voir peut-être à 4 heures, parce qu'on fait une pause de 4 heures à 4h30, et puis on se met d'accord sur les modalités, par exemple les modalités qui vous permettront de valider. Hein. Mais on en parlera entre nous à 4 heures, 4h30, si vous en êtes d'accord. D'accord? Voilà. Alors, je vais donc, comme l'a annoncé Guy, je vais parler donc du livre de Blankenburg, La perte de l'évidence naturelle. Euh, un livre difficile, hein, il faut le reconnaître. C'est au fond, en me replongeant dedans, je me suis aperçu à quel point ce livre est difficile. Guy, comme il l'a dit, l'a abordé, je dirais, d'un point de vue psychiatrique, en privilégiant donc le point de vue psychiatrique. Et moi, ce que je voudrais pour ma part, c'est l'aborder du point de vue proprement phénoménologique, philosophique si vous préférez. Euh, je donnerai comme titre à mon intervention le titre suivant, La perte de l'évidence naturelle entre égologie transcendantale et analytique existentielle. Alors, je reconnais que mon propos va être un petit peu technique, mais si on veut parler sérieusement de ce livre, je crois qu'il est difficile de faire abstraction d'un certain nombre de concepts qui sont proprement husserliens ou parfois heideggeriens. Pour introduire mon propos, je voudrais repartir au fond des relations telles qu'on les présente habituellement entre Husserl et Heidegger, parce que vous allez voir, c'est au cœur de cet ouvrage. Souvent, quand on parle de Husserl et de Heidegger, je dirais, on hésite entre la continuité, la parenté, la proximité, ou au contraire, la discontinuité, la rupture, le fossé. D'un côté, on rappelle que Husserl lui-même disait dans les années 20, la phénoménologie, c'est moi et Heidegger, et personne d'autre. Donc là, c'était une reconnaissance. Hein. On tient ce propos d'un certain Herbert Spielberg. Hein. Euh, on rappelle également, dans ce même sens, la dédicace de The Insight hein, à Edmund Husserl, en témoignage de vénération et d'amitié. Hein. Et puis, de l'autre côté, on souligne la profonde divergence de vue dont Husserl lui-même prend conscience en 1929 quand il commence à lire sérieusement The Insight et il se rend compte, non sans amertume, que effectivement Heidegger est éloigné sur bien des points de ses thèses principales.
Alors, je ne vais pas aujourd'hui, bien sûr, reprendre ce grand débat qui est en quelque sorte fondateur de l'histoire même de la phénoménologie, de la phénoménologie elle-même. Ce que je voudrais, c'est envisager comment Blankenburg lui-même, euh, de manière, je dirais, particulièrement singulière, de manière singulière, comment Blankenburg, au fond, conjugue ce double héritage, cet héritage husserlien et cet héritage heideggerien. Hein. Comment il conjugue la phénoménologie transcendantale et l'analytique existentielle. Voilà. Alors, bien sûr, sur cette question, il a un prédécesseur qui est énorme, c'est Binswanger, qui lui-même s'est heurté à cette difficulté. Comment, je la répète, conjuguer la phénoménologie transcendantale husserlienne et l'analytique existentielle de Insight. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Blankenburg, à la fois, est très proche de Binswanger et en même temps, alors je n'aurai peut-être pas l'occasion de le préciser beaucoup, mais je l'indique toutefois, en même temps, il a son propre parcours. Et d'une certaine manière, il a aussi un certain nombre de critiques qu'il adresse à Binswanger, parce que je dirais, il se veut plus husserlien que Binswanger. Et moi, ça va être l'axe de mon propos. Peut-être que Blankenburg, mais c'est une hypothèse que je vous propose, peut-être que Blankenburg est trop husserlien. Et ici, je voudrais peut-être jeter un regard un peu critique sur aussi la manière dont Blankenburg s'appuie sur la phénoménologie transcendantale de Husserl pour éclairer ce qu'il appelle donc l'aliénation schizophrénique. Et donc, ici, je vais procéder en deux temps. Je voudrais d'abord m'arrêter sur un chapitre qui s'intitule Le projet phénoménologique. Hein, c'est pages 35 à 65. Hein. Ici, je voudrais avant tout lire avec vous le texte. Hein, c'est mon premier propos. Je voudrais m'arrêter donc sur le projet phénoménologique et voir donc, au fond, en quel sens Blankenburg entend ce terme de phénoménologie. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger sur les difficultés de cette phénoménologie transcendantale et surtout sur cette difficulté euh, de ce qu'on appelle, avec Michel Foucault, le doublet empirico-transcendantal. Il me semble que là, il y a un problème que j'aimerais aborder. Je ne vais pas certainement pas le trancher, mais il y a un problème que j'aimerais soulever, une question que j'aimerais soulever concernant justement la question du transcendantal et de l'empirique, pour le dire très simplement, dans la perte de l'évidence naturelle. Mais d'abord, très simplement, reprenons ce chapitre intitulé Le projet phénoménologique. Et dans ce chapitre, Blankenburg commence par préciser ce qu'il entend par phénoménologie. Je reprends un tout petit peu ici ses propos. Il distingue d'une part la phénoménologie à l'intérieur de l'attitude naturelle, page 35, puis la phénoménologie au sens de Jaspers, page 38, et la phénoménologie dans l'orientation husserlienne, page 40. Très brièvement, parce que ce serait trop long de s'y arrêter vraiment précisément, mais je reprends chacune de ces conceptions afin de mieux saisir la perspective de Blankenburg. Donc la première phénoménologie, au fond, elle ne mérite pas vraiment le titre de phénoménologie du point de vue de Blankenburg. C'est la phénoménologie à l'intérieur de l'attitude naturelle. Donc, indépendamment de toute rupture avec l'attitude naturelle, de toute réduction. On se situe pour Blankenburg là au niveau préscientifique du monde de la vie ou monde du vivre. Ici, j'attire votre attention sur une petite hésitation dans la traduction. C'est bien sûr la Lebenswelt en allemand. Hein. On traduit, mais c'est secondaire, entre monde de la vie ou monde du vivre. Ici, la traduction a retenu monde du vivre. Hein. Mais c'est ce qu'on connaît, c'est donc la Lebenswelt. Et donc, cette phénoménologie se situe au niveau du monde de la vie, de la Lebenswelt. Mais pour Blankenburg, elle ne mérite pas le titre de phénoménologie, dans la mesure où elle prétend à une description des phénomènes alors même que la notion d'expérience et la distinction entre fait et essence, que vous trouvez au tout début des IDN, hein, des idées directrices, hein, alors même que cette distinction entre fait et essence n'est pas interrogée, n'est pas développée. Et donc ici, pour Blankenburg, on n'a pas affaire à proprement parler à la phénoménologie. La deuxième phénoménologie, c'est la phénoménologie au sens de Jaspers. Et là, pour Blankenburg, déjà, on est plus proche de la phénoménologie au sens où lui, il l'entend. Hein. Elle est moins éloignée de la phénoménologie husserlienne pour Blankenburg,
Mais voilà, elle reste attachée à une démarche empirique qui ignore à nouveau la phénoménologie eidétique et transcendantale. Et on a déjà compris que pour Blankenburg, la véritable phénoménologie, c'est une phénoménologie qui est à la fois eidétique, qui vise l'eidos, l'essence, et une phénoménologie qui est transcendantale, c'est-à-dire qui repose sur la réduction. Et c'est effectivement la manière dont il va présenter la phénoménologie au sens de Husserl. Et il rappelle à cette occasion que n'est digne de la dénomination de phénoménologie qu'une philosophie qui d'abord procède à une démarche de réduction. Une phénoménologie qui procède à une analyse de l'intentionnalité, mais sous réduction, comme on dit. Et donc ici, pour Blankenburg, il y a vraiment une rupture décisive avec la notion d'époquée, de réduction, aussi de détermination eidétique, c'est-à-dire la visée de l'essence. Et il va même assez loin, puisqu'il considère que les démarches empiriques doivent être subordonnées d'abord à une réduction eidétique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est assez simple en fait, si vous faites une étude des émotions, hein, comme le fait par exemple Sartre dans l'esquisse d'une émotion, hein, l'esquisse d'une phénoménologie des émotions, hein, eh bien, vous avez besoin d'élaborer d'abord un concept d'émotion. Et il n'y a pas de démarche empirique sans d'abord une première élaboration conceptuelle du champ du champ que l'on veut étudier. Et donc ici, il insiste beaucoup sur la nécessité de ce moment eidétique. Et donc, il s'interroge sur la possibilité d'une ontologie régionale. Et ceux qui connaissent Husserl, là, reconnaissent un vocabulaire proprement husserlien. Il s'interroge sur la possibilité d'une ontologie régionale et même sur une ontologie régionale du pathologique. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il me semble qu'il explique, alors il développe pas, Blankenburg ne développe pas ce point, mais il envisage néanmoins cette idée d'une ontologie régionale du pathologique, qui me semble assez intéressante. Hein. Si je résume très brièvement ce que je viens de dire, je dirais que manifestement, Blankenburg se situe, je dirais, du côté d'une conception husserlienne de la phénoménologie. Et en même temps, et c'est là le point sur lequel je voudrais m'arrêter, il tient à préciser qu'il ne renonce nullement à la Daseinsanalyse. Et donc ici, la question, bien sûr, se pose, c'est comment va-t-il conjuguer un point de vue qui apparemment est très orthodoxe, très husserlien, avec la perspective de la Daseinsanalyse, donc de Heidegger. Et je vais me permettre une citation un tout petit peu longue que je vais analyser précisément et qui me semble importante pour justement essayer de cerner la question. Je cite donc page 46 dans l'ouvrage. Je me permets une petite parenthèse. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas l'ouvrage, on a l'ouvrage en version PDF. Hein. On a un PDF qu'on peut envoyer aux uns et aux autres. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Guy ou Kirisbek ou moi. Hein, et on peut vous faire parvenir la version de l'ouvrage pour pouvoir le travailler. Hein. Alors, je reviens à ma citation. Page 46, je lis lentement. Blankenburg écrit ceci. L'être dans le monde, non pas en tant que structure ontologico-formelle, mais en tant qu'événement se réalisant dans des modifications multiples et à décrire de façon détaillée. Reste aussi pour nous le point de départ. L'élargissement est le fondement plus profond que le problème husserlien de l'internationalité a reçu de Heidegger, ne sont pas abandonnés. Le thème principal, maintenant comme avant, est le transcendé du Dasein. Cependant, en revenant au projet phénoménologique de Husserl, est possible une démarche plus libre de présupposés. Pour cela, il n'est pas nécessaire, comme Binswanger le fait, de revenir à l'analyse du Dasein, à celle de la structure de l'expérience, au sens étroit du mot. Ce qui est décisif est bien plutôt la reprise de la problématique phénoménologique de la constitution. Alors, je me rends compte en relisant ça que c'est d'une densité là, et il faut reconnaître que j'ai envie de dire, tout le livre est de ce tonneau, hein, ou de cette farine. Hein. Donc, c'est un livre qui est difficile. Hein. Je vais essayer quand même de reprendre différents éléments de cette citation.
D'abord, d'une manière très générale, ce qui est frappant dans cette citation, mais dans ce chapitre, c'est la volonté de Blankenburg de concilier, et c'est pas facile du tout, de concilier Husserl et Heidegger. Il y a ici une volonté de tenir ensemble, qui peut déjà être interrogée. Est-ce que c'est possible? De concilier donc l'intentionnalité husserlienne et l'être dans le monde heideggerien. La problématique de la constitution et la transcendance du Dasein. Je signale au passage que la problématique de la constitution, elle était étrangère à Heidegger. Et donc là, il y a quand même d'emblée un problème. Et donc Blankenburg, comme Binswanger, tient l'être dans le monde pour un point de départ. Ça, cette expression, vous la retrouvez chez Binswanger. On part de l'être dans le monde. La deuxième considération que je vous propose, c'est de souligner que ce point de départ n'en est pas un, en fait. Dans la mesure où l'être dans le monde est pour Blankenburg de l'ordre du constitué. Alors là, on n'est plus du tout avec Heidegger. Pour Heidegger, l'être dans le monde, ce n'est pas du constitué. On est dans une logique d'une phénoménologie transcendantale. L'être dans le monde est de l'ordre du constitué, et donc il est possible pour Blankenburg d'en analyser la genèse. Et donc ici, à rebours de la conception heideggerienne du Dasein, le Dasein, ou être le monde, n'est plus saisi en tant que structure ontologico-formelle. Si vous vous souvenez de la citation, c'est que justement, il dit, mais on va partir de l'être et le monde, mais non pas en tant que structure ontologico-formelle. Mais, il dit, on va partir du Dasein en tant qu'événement. Et ce n'est pas un hasard s'il part du Dasein en tant qu'événement. Parce qu'effectivement, en tant qu'événement, en tant que constitué, l'être dans le monde, le Dasein, peut se réaliser selon des modalités variables. On n'a plus une structure ontologico-formelle invariable. Cet être dans le monde peut se réaliser selon des modalités variables. Et donc ici, Blankenburg fait sienne cette idée qu'on avait évoquée la dernière fois, je ne sais pas si vous en souvenez, il fait sienne cette idée binswangerienne de variation, Abwandlungen en allemand, de variation possible des déterminations existentielles du Dasein. Et là, c'est un point, alors ça peut paraître un peu technique, mais c'est un point de divergence profond entre la phénoménologie transcendantale et l'analyse existentielle. Est-ce qu'on peut envisager des variations des existentiaux, de la structure ontologico-formelle du Dasein? Voilà le point de départ. C'est le point de départ. Et on va voir que, justement, ça a une importance pour la suite du propos. Enfin, je dirais ceci, c'est que tout en prenant pour point de départ l'être dans le monde heideggerien, Blankenburg plaide pour un retour au projet phénoménologique de Husserl. Et ici, contrairement donc à Heidegger, Blankenburg demeure fidèle à l'idéalisme transcendantal et à la problématique husserlienne, donc corrélative de la constitution, qu'il s'agisse, dit-il, de la constitution du soi, du monde ou du corps. Et donc ici, on a vraiment une perspective qui est fondamentalement husserlienne. Donc, je dirais, Blankenburg se tient dans une perspective essentiellement husserlienne, et il précise qu'il va aborder, la folie, l'aliénation schizophrénique, non pas à partir de l'expérience propre au monde de la vie, mais, nous dit-il, à partir de l'expérience phénoménologique au sens de Husserl, donc au regard de laquelle donc le monde de la vie est le corrélat intentionnel de la conscience. Autrement dit, tout le propos se déroule en régime réductif. Il suppose bien sûr la réduction phénoménologique, il suppose donc l'époquée transcendantale, ou l'époquée phénoménologique. Et donc, dans cette perspective, qui est transcendantale, on ne va pas constater simplement que X se comporte étrangement, ça ce serait en rester à un point de vue empirique dans le cadre du monde de la vie, mais, nous dit Blankenburg, il convient de dégager les conditions de possibilité de cette impression d'étrangeté. Et là, j'attire votre attention, alors c'est encore un peu technique, mais il me semble que le concept de transcendantal est tiré du côté kantien. On est du côté des conditions de possibilité. Il me semble que c'est une entente, une compréhension, en tout cas, qui peut être discutable du transcendantal au sens de Husserl. Puisque le transcendantal au sens de Husserl, c'est tout simplement ce que dévoile la réduction transcendantale. Et ce n'est pas forcément ce qu'on appelle des conditions de possibilité. Et là, c'est assez intéressant de voir comment, en fait, Blankenburg, il a sa propre lecture
qui repose essentiellement sur la crise, la crise des sciences européennes. C'est le texte qui est privilégié. C'est pas les IDN, c'est la crise. Et donc ici, ce qui lui importe, c'est de dégager les conditions de possibilité de l'aliénation schizophrénique, de cette impression d'étrangeté qu'éprouve le psychiatre en rencontrant le schizophrène. Et donc, dans le cas d'Anna Rao, puisque maintenant on va arriver à ce cas, puisqu'il est au cœur de ce livre, il s'agit de comprendre de quelle manière la non-évidence, c'est-à-dire la perte de l'évidence naturelle, est constitutive de son être au monde. Et comme nous allons le voir, pour Blankenburg, la phénoménologie husserlienne semble beaucoup plus féconde, beaucoup plus éclairante que l'analyse existentielle de Heidegger. Et j'aborde maintenant le deuxième point de mon propos. C'est donc l'interprétation phénoménologique de la perte de l'évidence naturelle. Ici, je voudrais me poser deux questions. La première question concerne la perte de l'évidence naturelle et l'époquée transcendantale phénoménologique. Et je voudrais reprendre le terme de Blankenburg. Je voudrais me poser cette simple question. La perte de l'évidence naturelle et l'époquée transcendantale phénoménologique sont-elles comparables? C'est le mot qui revient à tout moment. Je suppose que c'est vergleichbar en allemand, puisqu'il n'y a pas 36 mots. Est-ce que c'est comparable? Ça, c'est le premier point. La deuxième question que je voudrais me poser dans cette deuxième partie de mon exposé, elle concerne la perte de l'évidence naturelle, bien sûr, mais ce que j'aimerais creuser, c'est en quel sens la perte de l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la perspective proprement transcendantale. Prenons d'abord le premier point, donc. Alors, je répète, tout à fait. C'est en quel sens, la perte de l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal. En quel sens, donc, que la perte de l'évidence naturelle est-elle un ébranlement du sujet transcendantal? Ce qui est très, très curieux. Si on est bien attentif à ce qu'on écoute. Est-ce que le sujet transcendantal peut être ébranlé? Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va essayer d'approfondir. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette question de la comparabilité de la perte de l'évidence naturelle et de l'époquée transcendantale phénoménologique. Alors, il se trouve, puisque Guy l'a signalé, j'ai consacré effectivement dans mon livre quelques pages à cette question, et je ne vais pas les reprendre parce que je vais changer un peu, mais disons que je ne vais pas me contredire, voilà. ça va aller dans le même sens. Parce que dans le texte que j'ai publié, déjà je témoignais d'un certain scepticisme. Et je vais vous proposer de radicaliser ce scepticisme. Alors, expliquons-nous d'abord très simplement. L'idée fondamentale du livre, elle est simple. Vous la connaissez, c'est l'idée que la clé de l'interprétation de la perte de l'évidence naturelle se trouve donc dans l'époquée transcendantale phénoménologique au sens de Husserl. Voilà, ça c'est la grande thèse. Et donc, j'ai envie de dire, ça c'est une thèse pour philosophe. Ça fait très plaisir aux philosophes de se dire, ben voilà, grâce à la philosophie, on va éclairer l'aliénation schizophrénique. Moi, je suis prudent. Je suis prudent et je me demande si on ne cède pas là un peu trop vite à la tentation. Alors, j'explicite quand même cette thèse, même si on l'a vu la semaine dernière. L'idée, c'est que l'époquée elle-même, au sens phénoménologique, l'époquée, donc le terme grec de suspension, l'époquée est une rupture avec l'attitude naïve naturelle et une rupture avec les évidences de la quotidienneté dans le monde de la vie. Voilà. Ça, c'est, je dirais, une première approche, première définition de l'époquée. Et Blankenburg écrit à ce propos que l'époquée, je le cite là, nous transpose, pour ainsi dire, dans ce point d'Archimède à partir duquel le problème de l'évidence naturelle et de sa perte peut être mis en chantier. Alors, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de Descartes. Quand il est question du point d'Archimède, il y a une référence là qui est transparente pour un lecteur de Descartes. C'est une référence, bien sûr, à la deuxième méditation, au début de la deuxième méditation et au cogito. On cherche un point archimédique.
Et ce point archimédique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un point en dehors du monde chez Descartes. Et ici, vous avez un écho chez Blankenburg, qui visiblement connaît bien son Descartes, qui lui aussi cherche et trouve dans l'époquée phénoménologique, eh bien, ce point d'Archimède, à partir duquel je relis la citation, le problème de l'évidence naturelle et de sa perte peut être mis en chantier. Autrement dit, même s'il n'est pas donné au psychiatre phénoménologue d'éprouver en première personne la perte pathologique de l'évidence naturelle, parce que le psychiatre, normalement, n'est pas un schizophrène, il n'y a pas, il ne l'est pas encore. Et donc, même s'il n'est pas donné au psychiatre phénoménologue d'éprouver en première personne la perte pathologique de l'évidence naturelle, l'époque husserlienne lui offre cette expérience extramondaine, cette expérience irremplaçable, à partir de laquelle il lui est possible de confronter deux expériences comparables qui présentent en tout cas une certaine proximité, tout en étant différentes. Et donc là, il s'agit de bien voir en quel sens elles sont différentes, en quel sens elles sont proches l'une de l'autre. Ici, j'attire votre attention sur un point. Alors, je profite pour faire un peu de publicité pour le dernier numéro de la revue Alter. La revue de phénoménologie Alter a fêté ses 30 ans d'existence. Il y a eu un numéro tout à fait exceptionnel, hors série, qui est consacré, intitulé Idées au pluriel de la phénoménologie. Je le recommande notamment aux étudiants, si vous voulez avoir une idée de la phénoménologie aujourd'hui. Vous avez un article de Dominique Pradel, vous avez un article de Françoise Dastu, je ne vais pas tous les réciter, de Claude Romano, etc. Et puis, pour ma part, j'ai fait un article justement consacré à la question de la possibilité d'une phénoménologie des psychoses. Effectivement, on peut se poser cette simple question qui peut détonner ici, parce qu'on pourrait la prendre pour acquise, cette possibilité. Mais on peut quand même se poser en toute rigueur la question de la possibilité d'une phénoménologie au sens propre de la psychose. De quelle manière un phénoménologue peut... Alors, vous comprenez tout de suite que Blankenburg, lui, pense avoir trouvé une possibilité d'entrer dans la psychose, justement, grâce à l'époquée phénoménologique. Et donc, je dirais que Blankenburg, ici, en se référant à l'époque phénoménologique, au fond, comme Binswanger, a l'impression qu'il va pouvoir comprendre l'incompréhensible. Et ici, je fais allusion à Jaspers. Jaspers est quelqu'un qui est frappé par l'incompréhensibilité, au sens psychologique du terme, de l'aliénation schizophrénique. Lorsque le schizophrène délire, on ne comprend rien. On ne comprend pas son délire. Et en fait, on ne comprend rien à sa folie. Ça, c'est la thèse de Jaspers. Et même pour lui, c'est un critère, je dirais, de la psychose, l'incompréhensible. Le névroseux, bon, ça va, bon, c'est pas bien compliqué, même si pour l'aider, alors ça, c'est autre chose. Mais bon, on voit de quoi il est question. Dans le cas des psychoses, on ne voit pas. Ça, c'est la grande idée de Jaspers. Et alors, la grande idée de Binswanger comme de Blankenburg, c'est de dire, mais au fond, grâce à la phénoménologie, nous allons pouvoir pénétrer dans la psychose. Et bien sûr, cette voie d'entrée, pour Blankenburg, c'est l'époquée. C'est l'époquée. Et pour lui, il est possible donc de comprendre l'incompréhensible, et il est possible de comprendre la métamorphose dans le monde du vivre du schizophrène, grâce justement à l'époquée transcendantale phénoménologique, qui donc permet de surmonter l'obstacle d'une description phénoménologique qui, normalement, est en première personne. Une description phénoménologique, d'un point de vue husserlien, elle doit se faire selon une démarche réflexive, et donc en première personne. Là, l'époquée, en tant que le psychiatre peut lui-même l'accomplir, peut l'opérer, esquisse une porte d'entrée dans la schizophrénie, dans l'aliénation schizophrénique. Et donc, si la voie réflexive d'une description en première personne ne peut pas être empruntée par le psychiatre, eh bien, cela ne signifie pas qu'une phénoménologie de la psychose, une phénoménologie de l'aliénation schizophrénique soit impossible. Et donc là, on voit bien comment, pour Blankenburg, comme pour Binswanger, il y a dans la phénoménologie husserlienne une porte d'entrée qui est précieuse. Alors, maintenant, il faut reconnaître que cette perte de l'évidence naturelle diffère profondément de l'époquée phénoménologique.
Et il faut ici, là, saluer la rigueur et l'honnêteté intellectuelle de Blankenburg. Parce qu'il est le premier, si vous regardez son livre, à souligner le fossé qui existe entre perte de l'évidence naturelle et réduction phénoménologique. Hein. Par exemple, je donne juste deux trois éléments au passage. Hein. Par exemple, l'époqué, au sens de l'époqué phénoménologique, présente un caractère volontaire, je le décide, hein, alors que la perte de l'évidence naturelle, bien sûr, est involontaire, ce qui n'est pas rien. De même, dans cette même perspective, alors que le phénoménologue doit surmonter diverses résistances pour pouvoir mettre le monde entre parenthèses, ce n'est pas une opération qui va de soi. Hein. Arriver à mettre entre parenthèses, ou hors circuit, comme on dit, le monde, hein, est problématique pour le phénoménologue. Hein. En revanche, le schizophrène, ou à l'inverse, le schizophrène ignore totalement ces résistances. Le problème, c'est bien plutôt pour lui, de retrouver l'évidence naturelle. Et c'est de surmonter les résistances, alors c'est pas au même sens, mais les résistances qui l'empêchent d'accéder à l'évidence. Alors, il y a un point, donc je ne vais pas développer parce qu'il y a, dans le livre, vous verrez, si vous regardez attentivement le texte, il y a différentes distinctions qui sont accomplies pour montrer le fossé. Il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter pour ma part. C'est celui-ci. C'est que, et là c'est un petit peu technique, mais vous allez comprendre. Et ce point, me semble-t-il, remet en question la thèse même de Blankenburg. Hein. C'est celui-ci. C'est que l'époquée phénoménologique, telle qu'elle est présentée par Husserl d'abord, l'époquée phénoménologique, telle qu'elle est présentée déjà dans les idées, alors ce qu'on appelle les idées directrices de 1913, elle porte sur la thèse générale qui caractérise l'attitude naturelle. Et donc l'époquée consiste, comme vous le savez, à suspendre ou mettre entre parenthèses, on peut considérer les deux expressions comme synonymes, suspendre, c'est la traduction du grec, hein, à suspendre, à mettre entre parenthèses la réalité du monde. Et donc, nous dit Husserl, à s'interdire tout jugement sur l'existence spatio-temporelle du monde. Je m'appuie ici sur un paragraphe canonique, paragraphe 32 des IDN. Bien. On retrouve cette même conception dans la Crésis. On retrouve cette même conception de l'époquée transcendantale comme mise hors jeu de la validité d'être du monde dans la Crésis, paragraphe 40. Et, comme je vous l'ai dit, en fait, là, les différences sont. On peut faire une étude savante sur les différences entre l'époquée dans les IDN et l'époquée dans la Crésis, hein, bien sûr. On peut s'interroger ici sur la voie cartésienne, etc. Je ne rentre pas dans des considérations relativement techniques. Mais ici, la thèse qui est commune à ces deux textes, c'est l'idée donc que l'époquée concerne la réalité du monde, l'existence du monde. Et je suspends l'existence du monde. Or, et là j'ai un petit regret parce que Jacob Rosinski, pour ceux qui étaient avec nous la fois dernière, m'avait posé une question et j'ai répondu une bêtise. Jacob Rosinski, qui est professeur à Strasbourg, nous a demandé, mais est-ce que ça concerne la ourdoxa, cette perte de l'évidence naturelle? C'est-à-dire, ourdoxa, c'est-à-dire l'évidence originaire. Or, j'ai relu le texte et je me suis trompé. Parce que c'est pas la réalité du monde qui se trouve ébranlée chez Anna Rao. C'est pas ça. Hein. Son étonnement concerne essentiellement la vie quotidienne, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, comme les relations avec les autres dans la vie quotidienne. Ce qui lui fait défaut, c'est ce qu'elle appelle parfois aussi les règles du jeu. Mais c'est pas la réalité du monde, c'est pas l'existence du monde. Je donne, pour que ça soit bien clair, je donne un exemple que j'emprunte bien sûr au texte. L'expression règle du jeu se trouve page 77. Je prends un exemple qui revient à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup. Anna Rao sait très bien ce qu'est un couteau. Elle sait très bien ce qu'est une fourchette. Elle sait comment on se sert d'un couteau et d'une fourchette. Elle sait comment on s'habille, comment on remercie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que remercier, ça veut dire que ça, il a la relation à l'autre qui est plus prégnante. Mais voilà, son savoir reste, on va dire, abstrait. Son savoir reste abstrait au sens où il s'agit d'un savoir qu'elle est incapable de mettre spontanément en œuvre. Et elle ne peut pas le mettre en œuvre, ce savoir, sans, elle peut pas le mettre en œuvre sans réfléchir aux modalités de sa mise en œuvre. Et c'est ça qui est problématique pour elle. Autrement dit,
si on formule ça dans le vocabulaire de Heidegger, et Blankenburg lui-même reprend le vocabulaire heideggerien, c'est ça qui est intéressant. Si on formule la difficulté d'Hannah Arendt dans le vocabulaire de Heidegger, on dira que la perte de l'évidence naturelle, elle concerne, on va dire, l'ustensilité. Alors, ustensilité, là, il y a des problèmes de traduction, mais on ne va pas s'en embarrasser. Hein. Ustensilité, Françoise Dature, que je suis toujours dans ces questions de traduction, elle parle de maniabilité. Hein. Bon, en fait, c'est tout simplement la question de l'être du Zeug, de l'être de l'outil. Hein. C'est la question donc de la Zuhändigkeit. Hein. Donc, c'est ça, maniabilité. Bon. Et ce qui est en question, c'est donc, dans l'évidence naturelle, c'est l'ustensilité, la maniabilité ou l'être à portée de la main hein, de l'outil. Outil, traduisant ici Zeug, hein, utile pour, si vous respectez la traduction de François Bézin, mais ne rentrons pas dans ces questions-là. Hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est que l'étonnement d'Hannah Arendt, hein, cet étonnement sur ce qu'il y a de plus évident pour le sens commun, euh, est en fait radicalement différent de l'étonnement philosophique, radicalement différent de l'étonnement phénoménologique au sens de Husserl. Hein. Et donc, mon objection, vous la voyez tout de suite, c'est mais au fond, est-ce qu'on va éclairer la perte de l'évidence naturelle à partir de l'époquée? Est-ce qu'on est clair? Est-ce que au fond, on parvient à pénétrer, si je puis dire, à comprendre l'incompréhensible? J'ai une tendresse pour Jaspers. Hein. Est-ce qu'on parvient à comprendre l'incompréhensible via l'époquée phénoménologique? Je ne suis pas sûr. En conclusion, je donnerai un deuxième argument. Hein. Mais j'aimerais maintenant aborder un deuxième point. Je suis toujours dans les temps, ça va? Ouais. Ma deuxième question, c'était donc en quel sens la perte de l'évidence naturelle relève d'un trouble affectant le sujet transcendantal. Et je partirai de l'idée que l'interprétation phénoménologique de la perte de l'évidence naturelle repose sur cette idée, et là je cite Blankenburg lui-même, elle repose sur l'idée que les altérations empiriquement données auxquelles nous avons affaire ici sont à interpréter dans un sens transcendantal. Alors, il ajoute même dans un sens transcendantal et temporal à la fois. Je vais laisser de côté le dernier adjectif qui en fait renvoie à une problématique du parfait a priori dans Sein und Zeit. Point un peu difficile, un peu technique. Je voudrais m'arrêter sur ce transcendantal, cet adjectif. Alors, en note de bas de page, alors vraiment de manière très succincte, Blankenburg précise, transcendantal, eu égard aux conditions de possibilité de l'être dans le monde thématique. On retrouve ici ce que j'ai appelé l'interprétation kantienne du transcendantal chez Husserl. Mais voilà, c'est ainsi qu'il l'interprète. Et donc, maintenant je reviens au texte de Blankenburg, afin de dégager la dimension transcendantale de la perte de l'évidence naturelle, Blankenburg envisage successivement, et là je vais coller au texte, la perte de l'évidence naturelle du point de vue du rapport au monde, ça c'est page 125, du point de vue de la temporation, on pourrait dire, moi je préférerais dire de la temporalisation, c'est Zeitigung, c'est le terme, peu importe, page 137. Puis on va l'envisager du point de vue de la constitution du jeu et de son autonomie, page 144, et enfin du point de vue de la constitution intersubjective. S'il vous plaît, vous pourriez faire parce que voilà, c'est juste voilà comme ça, c'est voilà. Parce que alors en fait je reprends je reprends donc on va envisager successivement donc la perte de l'évidence naturelle du point de vue du rapport au monde, ça c'est le premier point, du point de vue de la temporalisation, du point de vue de la constitution du jeu et de son autonomie, et enfin du point de vue de la constitution intersubjective du monde. Ça c'est page 157. Oh, j'en ai pour 10 minutes encore. Oh, oui, t'inquiète pas. Oui. Un vieux routier, tu sais. Ouais. Alors, je vais pas avoir le temps de reprendre chacun de ces points. Ce que je regrette, en fait, c'est de ne pas avoir le temps. Mais ça, c'est ma faute. J'ai pas eu le temps de travailler. Le plus intéressant, à mon avis, c'est la question de la constitution intersubjective du monde. Bon, on aura peut-être l'occasion de l'aborder une autre fois. Je vais commencer d'abord par la perte de l'évidence naturelle, donc dans le rapport au monde. Et ici, il faut souligner que cette perte de l'évidence naturelle se manifeste entre autres donc par le manque d'assurance concernant la manière de prendre
quelque chose, la manière de le ranger. J'avais évoqué la dernière fois la question de la vaisselle. Voilà. C'est un exemple très simple. Faire la vaisselle, c'est un véritable casse-tête pour un Arao. Il en va de même quand il lui faut décider quel type d'étoffe convient à tel type d'habit. Là, ça devient un casse-tête. Page 130. Et pour Blankenburg, cet embarras, c'est ça le point important, c'est que cet embarras renvoie à quelque chose qui se situe avant. Et c'est ce avant qui est décisif. Cet embarras d'Anna Rao se situe donc, renvoie à quelque chose qui se situe avant, et il cite une phrase d'Anna, que vous retrouverez page 131. Je la lis. Beaucoup de gens ne savent pas s'habiller. Ça se discute. Enfin, beaucoup de gens ne savent pas s'habiller. Ils savent aussi qu'ils n'ont pas de goût. D'accord? Mais ils n'en sont pas gênés pour autant. Parfait. Ça se place chez moi avant. Je relis. Ça se place chez moi avant ce qui leur manque à eux. Et ici, c'est vraiment le point sur lequel va s'appuyer Blankenburg pour dégager la dimension transcendantale de l'aliénation schizophrénique. Et donc, résumons, contrairement à l'absence de goût, qui est une détermination empirique du sujet, on a du goût, on n'a pas de goût, etc. Certains n'ont pas de goût, ça, c'est des déterminations empiriques. Le avant, ça, le avant relève, selon Blankenburg, de l'a priori, ou encore du fondement transcendantal du rapport au monde, ou encore de la constitution transcendantale de ce qui est rencontré. Voilà. Il y a cette idée qu'au fond, dans l'aliénation schizophrénique, il y a quelque chose qui est trouvé et qui se situe en amont, si vous préférez, qui est avant. Et donc, ce qui est en question, pour le formuler autrement, c'est le monde prédonné de l'expérience, dont la constitution, selon Husserl, relève, alors là, on rentre dans des considérations un peu techniques, sa description relève de la phénoménologie génétique, non plus de la phénoménologie statique. Et donc, ce qui est en question, c'est le monde prédonné de l'expérience, dont la constitution relève donc de ce que Husserl dénomme la genèse passive de l'expérience, et qui offre au sujet le sol de sa constitution active comme de ses différentes activités. Là, il y a toute une problématique qui est assez complexe, sur laquelle il y a des livres et des livres et des livres. C'est la question donc de la phénoménologie génétique en opposition à la phénoménologie statique, de la constitution du monde prédonné à partir de la fameuse notion qu'on a souvent évoquée ici, des synthèses passives. C'est des points qui sont assez délicats. Il faut reconnaître que Blankenburg, là, à la fois est très précis et en même temps très rapide, très elliptique. Et bon, il évoque les synthèses passives, mais lesquelles? De quoi s'agit-il exactement? Voilà, ça on peut le regretter. Alors, ici, on comprend bien, néanmoins, la perspective de Blankenburg, c'est qu'il s'agit donc de reporter sur le plan transcendantal le trouble qui affecte Anna Rao. Je vais ici laisser donc la question du parfait a priori et je voudrais me concentrer sur la constitution du jeu ou de soi et la question de l'autonomie que j'ai évoquée et qu'aborde Blankenburg. En effet, nous dit Blankenburg, la perte de l'évidence naturelle se rapporte non seulement à ce qui se rencontre dans le monde, assiette, couteau, etc. Non seulement cela concerne ce qui se rencontre dans le monde sous la forme d'instruments, mais également cette perte d'évidence naturelle concerne le jeu et son autonomie, le jeu ou l'ego. D'accord. Et donc, pour le résumer en une phrase, parce que c'est assez commode, aller de soi et être soi, aller de soi et être soi, sont également concernés par la perte de l'évidence naturelle. Aller, je trouve que la formule est assez intéressante, parce qu'on conjugue ici la question du sujet et la question de son rapport au monde. Donc, aller de soi et être soi donc, sont concernés également par la perte de l'évidence naturelle, et sont en fait dans une relation de complémentarité. Plus précisément encore, Anne souffre d'une incapacité à juger, à décider par elle-même, à faire quelque chose par elle-même. Et elle a un besoin vital d'un appui qui, en l'occurrence, lui est fourni par sa mère. Et donc, sans sa mère, elle n'envisage pas de vie possible. Parce que s'il faut choisir, décider, faire quelque chose, c'est forcément là, elle ne peut pas le faire. Elle a besoin de sa mère. Et donc, elle a vraiment un besoin vital de sa mère d'un appui. Et ici, ce qui intéresse Blankenburg, c'est d'élucider ce manque de confiance
ce manque de confiance en soi, mais dans sa spécificité, je dirais dans sa spécificité de l'aliénation schizophrénique. Et Blankenburg va opposer deux manques de confiance. Le manque de confiance en soi névrotique et le manque de confiance en soi dans le cas de l'aliénation schizophrénique. Et ici, il va reprendre la distinction husserlienne entre ego transcendantal et ego empirique. Et il écrit alors, je le cite, page 152, celui qui, au sens habituel du mot, manque de confiance en soi, se fait moins confiance. Cela ne signifie pas qu'il ait moins confiance en cette confiance en tant que telle. Il ne s'agit donc pas du soi empirique ou du jeu naturel, mais du soi comme fondement transcendantal de la confiance. Ici, la citation est un peu difficile, je reconnais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux confiances. Il y a deux types de confiance. Il y a la confiance qu'on a en soi. On peut dire de quelqu'un, oh, il a bien confiance en lui. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elles. D'accord. Ça, c'est une constatation empirique. Mais ce n'est pas cette confiance-là qui intéresse Blankenburg. Ce qui intéresse Blankenburg, c'est la confiance en cette confiance. Et qui, pour lui, relève du transcendantal. Autrement dit, Anne ou Anna souffre d'un manque de confiance dans sa propre confiance en soi. Et ici, le jeu transcendantal est posé comme instance de fondation de la confiance dans le monde, comme de la confiance en soi. On voit bien ici comment l'opposition du transcendantal empirique est mobilisée pour penser une perte de confiance, mais une perte de confiance qui n'est pas celle du névrosé, de celui qui souffre d'un complexe d'infériorité, de celui qui n'a pas confiance en lui. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, et pour tout vous dire, je ne suis pas sûr de comprendre. Tout simplement. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce n'est pas cette confiance qui est en jeu, mais c'est la confiance dans la confiance qui est en jeu. Et c'est une phrase qui, en fait, qui m'est énigmatique. Je ne suis pas sûr de la comprendre. Vous la verrez. Et puis alors, ce qu'il faudrait maintenant, mais je ne vais pas prolonger parce que je voudrais conclure, il faudrait bien sûr envisager la perte de l'évidence donc à partir de la constitution intersubjective transcendantale du monde. Ce serait, l'idée, on la connaît maintenant, c'est l'idée qu'il faut penser l'aliénation schizophrénique à partir donc de ce que Foucault appelle le doublet empirico-transcendantal et qu'il critique pour sa part. Alors, deux mots de conclusion. D'abord, je voudrais revenir sur l'interprétation du avant. Ce avant que prononce Anna et son interprétation par Blankenburg. Et je voudrais aussi revenir sur cette distinction entre deux formes de confiance, pour vous dire tout simplement que cette distinction, elle me laisse très perplexe. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, il y a... Mais bon, ça, c'est la perspective de Blankenburg qui est vraiment intéressante, qui est très impressionnante. Ça n'en retire rien. Mais il y a, me semble-t-il, et ce qui est discutable, c'est qu'il y a une volonté de transcendantaliser l'aliénation schizophrénique. Et je ne suis pas sûr qu'on gagne à une telle opération. Je ne suis pas sûr qu'en transcendantalisant l'aliénation schizophrénique, on l'éclaire beaucoup. Pourquoi? Parce que cette transcendantalisation conduit Blankenburg à distinguer entre le sujet transcendantal et le sujet empirique, au point d'en faire deux sujets aux propriétés distinctes. Mais ces deux sujets sont censés néanmoins ne former qu'un seul sujet, qu'un cogito. Alors, je vais vous dire que derrière ces considérations, il y a quelqu'un qu'on a eu l'occasion d'inviter ici, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Claude Romano. Et toute cette critique, il y a toute une critique de l'égologie, qu'elle soit cartésienne ou peu importe, de l'égologie husserlienne, dans son dernier livre, que je vous recommande, même s'il est un peu long, qui s'intitule L'identité humaine en dialogue. C'est paru il y a 2 ans. Je vous renvoie plus précisément à la page 158 pour la question de l'ego transcendantal et de l'ego empirique. Effectivement, Claude Romano souligne cette difficulté qu'on avait soulignée déjà avec Françoise Dassur dans notre livre sur la Daseinsanalyse. C'est la difficulté de comprendre en fait ce paradoxe, ce paradoxe d'un sujet qui est à la fois transcendantal et empirique, qui est un seul sujet et qui en même temps est constitué de deux, enfin,
est formé de deux instances, de deux égaux, qui ont des propriétés qui ne sont pas les mêmes. Et donc là, il y a une véritable difficulté. Et cette difficulté, me semble-t-il, on la retrouve aussi chez Blankenburg, dans la mesure où il y a une sorte d'hypostase, si je puis dire, du sujet transcendantal, avec sa propre confiance dans le monde, sa propre confiance dans la confiance, qui me semble en fait très très problématique. Est-ce qu'on n'a pas là affaire à une invention, à une création? Là, je ne vais pas plus loin, mais il me semble que là, il y a une difficulté. L'autre difficulté qui me semble, que je voudrais souligner, elle concerne l'époque transcendantale phénoménologique. L'idée, je l'ai bien développée, je l'ai rappelée, c'est pour Blankenburg, il y aurait une possibilité d'élucider la perte de l'évidence naturelle grâce à cette époque transcendantale phénoménologique. Et je ne vous cache pas que, en fait, Blankenburg s'appuie sur un élément qui, dans l'histoire de la phénoménologie, a suscité bien des objections, bien des critiques. Et ici, j'ai souligné la distance qui sépare l'un et l'autre, mais ici, je voudrais ajouter un deuxième argument, un autre argument, et qui est plus radical. Est-ce que cette époque transcendantale phénoménologique est possible? Est-ce que nous, ici, nous ne payons pas de mots, hein? Et je vous votre attention sur le fait que, j'ai envie de dire, dès le départ, de nombreux disciples de Husserl se sont interrogés sur l'époque. C'est quelque chose qui est bien connu dans l'histoire de la phénoménologie. C'est que l'époque transcendantale semble une opération. Pourquoi une opération impossible? Parce que, tout simplement, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, on ne peut pas remettre en question le monde. Il n'y a de doute qu'à partir du monde. Et cet argument, qu'on connaît bien en phénoménologie, il se trouve qu'on le rencontre dès 1919 dans les premiers cours de Heidegger. Et ça, c'est intéressant. Alors, le tournant transcendantal, en gros, chez Husserl, c'est 1907-1908. Et ce qui est intéressant, c'est de voir chez Heidegger, dès 1919, mais sans doute avant, une mise en question, alors pas explicite, mais qu'on peut lire quand même, une mise en question justement de cette possibilité d'une époque transcendantale et donc du tournant transcendantal de la phénoménologie husserlienne, puisque pour Heidegger, hein, c'est dans ce cours qui s'intitule Zur Bestimmung der Philosophie, hein, de la définition, donc vers une définition de la philosophie, dans ce cours, Heidegger soutient que, ouvre les guillemets, je cite, le monde est là avant toute croyance. Et donc ici, je ne sais pas si vous saisissez, mais c'est en deux mots, je dirais, pour Heidegger, l'affaire est pliée. On ne croit pas en l'existence du monde. Ça, c'est un argument sceptique, mais on ne peut pas ne pas, on ne croit pas, on ne peut pas ne pas croire ou croire, puisque la question ne se pose pas si on croit au monde. La question de la croyance se pose à partir du monde. Et donc là, vous avez un argument qui va être repris aussi par différents auteurs, hein, et donc qui souligne toujours la même idée, c'est que la suspension de cette croyance originaire, hein, de cette doxa, comme on dit parfois, la suspension de cette croyance originaire est impossible faute de croyance. L'argument est très simple. Elle est impossible faute de croyance originaire. Hein. Et le moindre doute, en réalité, suppose, comme l'écrit Heidegger, la continuité et la permanence indubitable du monde. Hein. Et de ce point de vue-là, un doute universel n'est pas possible. C'est une pure pensée, mais une pensée sans réalité, sans contenu. Hein. Et donc, on peut objecter à Blankenburg que le recours à l'époque transcendantale, au sens husserlien, en fait, n'éclaire rien du tout parce que cette époque est elle-même extrêmement obscure. Vous voyez l'argument, il est très simple. Hein. Je ne vais pas plus loin, mais ce que je voudrais, pour finir, dire que ces critiques ne doivent rien retirer au caractère magistral de ce livre. Je crois qu'on en parlait pendant le déjeuner. Dans l'histoire de la psychiatrie phénoménologique, il y a comme ça deux, trois livres. Hein, et sans aucun doute, Blankenburg en est un. Donc voilà, merci beaucoup.